Salut toi, bienvenue dans ce 9e épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler d'infidélité. C'est quoi l'infidélité ? C'est ce qu'on appelle une relation extra-conjugale. Relation, c'est déjà assez vaste comme terme. Ça peut être une relation sexuelle, mais ça peut aussi être des échanges de messages, se rapprocher de quelqu'un en soirée ou encore regarder du porno. En fait, c'est difficile de donner une définition figée. La monogamie sacrée, vous imaginez les guillemets, est parfois brisée, parfois mise sur la table et parfois rediscutée. Alors, est-ce que c'est facile d'en parler avec ses partenaires ? Comment l'annoncer ? Comment l'entendre ? Pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir 3 invités de qualité, je peux le dire. Margot, Mathilde et Sarah. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en une phrase pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger autour de l'infidélité et quelle est votre expérience par rapport à l'infidélité ? Écoute, moi j'ai déjà été trompée et effectivement je voulais peut-être partager un peu mon point de vue sur ça. Ok, Sarah ? Moi aussi, j'ai été trompée plusieurs fois. Et aujourd'hui, je suis dans une relation monogame. Et je suis venue pour parler de cette relation dans laquelle je crois. Moi, j'ai été un peu les deux profils. J'ai à la fois été trompée et j'ai aussi été la personne qui a trompé. Et donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir apporter un peu cette double expérience. Et j'ai testé aussi plusieurs types de relations, dont des relations ouvertes et monogames aussi. Et donc, je trouvais ça chouette aussi de pouvoir parler de tout ça. Et peut-être pour mettre les bases, en fait, pour vous, c'est quoi tromper ? Selon moi, ça dépend vraiment de la relation que tu as, en fait, de la relation que tu as et des limites justement que tu as mis dans la relation. Typiquement, moi, j'ai été dans une relation ouverte et il y avait quand même une façon qui était de tromper parce que, par exemple, la personne avec qui j'étais, elle m'avait donné un peu, enfin pas vraiment une liste, mais elle m'avait dit vraiment, ouais, cette personne-là, j'aimerais que tu ne recouches plus avec, parce que c'était un ancien plan cul, bref. Et donc du coup, typiquement, dans cette relation-là, si j'avais couché avec cette personne-là, ça aurait été une tromperie. Alors que si j'avais couché avec n'importe quelle autre personne, ça n'aurait pas posé de problème. Et dans d'autres relations, ça dépend vraiment des limites que tu t'imposes, des limites que tu t'imposes dans le couple, je veux dire, que c'est vraiment une discussion que tu as avec la personne. Et je trouve que c'est un truc qui manque beaucoup, parce qu'on part du principe que les relations, souvent, moi ça m'est souvent arrivé comme ça, qu'on partait du principe que la relation, elle allait être monogame, parce que c'est un peu la norme. Et du coup, des fois, il n'y a pas forcément de discussion autour de qu'est-ce qui est accepté, en fait. Qu'est-ce qui est accepté ou pas ? Est-ce que juste envoyer un message à quelqu'un, flirter un peu, est-ce que c'est tromper ? Ou est-ce que coucher, c'est tromper ? Ça dépend vraiment des relations et ça dépend vraiment des personnes, je trouve. Moi, ce serait vraiment dans la même idée, à savoir, en fonction de la communication que tu as pu avoir avec ta partenaire, clairement, ça va un peu dépendre de ça et l'infidélité va être définie par cette communication qui, normalement, devrait être faite au préalable. C'est pas toujours le cas, mais normalement, ça devrait être fait. Et si elle est bien faite, cette communication, normalement, on sait à peu près de quoi relève l'infidélité dans la relation. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense juste qu'il y a plusieurs degrés de tromperie, mais dans tous les cas, moi, j'ai trompé aussi. Mais je pense que dans tous les cas, c'est la rupture de confiance en fait. C'est le fait qu'à un moment, on n'est plus sur la même information en fait. Et on est en décalage par rapport à l'information de chacun. Ok. Et si infidélité il y a, comment en parler quand c'est vous qui trompez ? Il faut absolument pas faire ce que moi j'ai fait une fois. Donc du coup, j'ai eu plusieurs relations où il y a eu de la tromperie de mon côté. Et il y en a plusieurs où les personnes, même à l'heure actuelle, ne le savent toujours pas. Et en soi, ce serait pas très utile d'en parler maintenant parce que c'était il y a des années, donc voilà. Mais il y a une relation où en fait, je lui ai dit lors d'une dispute en mode ouais, de toute façon, je t'ai trompée. Donc please, ne faites pas ça. C'est vraiment pas une bonne chose parce que c'est juste faire du mal pour pas grand-chose. Mais je pense que c'est important. Dans l'idéal, il faudrait mieux pas tromper. Je veux dire, pour moi, le plus important, ce serait d'en parler en amont. Mais ça, je dis ça maintenant, après avoir eu plein de relations différentes de mon côté et avoir eu l'expérience aussi, plusieurs années d'expérience de relations. Et voilà. Je pense que l'important, c'est d'en parler en amont et de dire, ok, je ressens une certaine attirance pour une personne ou j'ai envie justement d'essayer d'un petit peu sortir peut-être
d'une routine qu'il y aurait dans une relation monogame. Et donc je pense que l'idéal, ce serait d'en parler avant qu'il y ait une tromperie pour peut-être voir c'est quoi les options de peut-être on teste un truc ouvert ou à l'inverse, la personne n'est peut-être pas trop chaude, alors du coup on se sépare, il vaudrait mieux ça aussi. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est fait, je pense que c'est important quand même d'en parler, mais juste pas comme j'ai fait, quoi. Non, clairement pas. Ça, je recommande ça à personne. Please, ne faites pas ça. Comment on le dit alors, autrement ? Dans tous les cas, c'est douloureux. Quelle que soit la façon, tu fais mal. Donc, c'est toujours mieux dans le calme, la sérénité, mais c'est quand même vachement violent, quelles que soient les circonstances. Donc, il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises conditions. Ça fait de toute façon mal. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est-à-dire que à partir du moment où tu communiques bien là-dessus en disant voilà, c'est un peu pour ça, pour ces raisons, etc. Et j'aimerais bien que du coup on puisse retravailler éventuellement sur la relation. Comme tu disais, Margot, du coup peut-être revoir aussi le schéma de la relation. Et je pense qu'effectivement, le mieux, c'est d'en parler avant, mais ça, c'est dans le meilleur des cas, et en général, ça n'arrive pas, parce que c'est souvent quelque chose par lequel on se fait surprendre, en fait, finalement, dans la vie de tous les jours, à une soirée, à que sais-je, enfin, donc voilà. Et finalement, je pense que le plus intéressant, c'est pouvoir en parler après, sereinement, et dire, OK, voici les raisons, je sais, voilà, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'en fait, j'ai trahi ta confiance. Et du coup, cette confiance-là, en fait, elle va être hyper mise à masse dans tes prochaines relations, et même dans la nôtre si elle continue. Donc le mieux, c'est vraiment d'expliquer un petit peu comment finalement tu verrais la suite de la relation avec ta partenaire, et puis comment cette confiance ne pourrait plus être remise en cause, en fait, finalement. Parce que c'est ça aussi l'enjeu après de la suite, c'est que ce soit pas remis en cause, la confiance. Et à l'inverse aussi, du coup, moi qui étais dans le cas de la personne trompée, disons, j'avais un peu toutes les preuves que la personne m'avait trompée, je le savais, c'était clair et net, mais jusqu'au bout, et vraiment jusqu'au bout de notre relation, cette personne a nié, en fait. Elle était non, c'est jamais arrivé, alors que c'est limite, j'avais les messages qu'il avait envoyés, où il disait clairement qu'il avait trompé. Il était non, c'est un montage, c'est faux. Enfin, voilà, c'est comme tu dis, on peut se faire surprendre, effectivement, mais à un moment, il faut aussi l'avouer, quoi, tu vois, quand t'as toutes les preuves qui sont là, tu vas pas nier jusqu'au bout juste pour sauver une certaine honneur ou que sais-je. Non, c'est clair. Je pense, voilà, quand t'es mis au pied du mur, t'es juste, ouais, ok, d'accord, c'est vrai, je l'ai fait, t'assumes en fait. C'est une erreur que t'as fait et tu l'assumes. Et je trouve que c'est bon pour la suite, en plus. D'autant plus parce que, voilà, faire une erreur, ça arrive, l'erreur est humaine, mais malgré tout, quand tu l'admets et que tu es vraiment à 100% dans justement ce contrat de confiance où tu dis bon ok, je l'ai rompu à ce moment-là, mais là en fait le contrat de confiance refait surface et je te dis en fait ce qui s'est passé, mine de rien c'est quand même bon signe pour la suite de la relation, parce que ça veut dire que mine de rien tu as commis une erreur mais tu es quand même conscient de l'erreur que tu as commise, donc voilà, je pense que... T'as parlé d'en parler avec la personne, mais aussi de donner les raisons et de donner une sorte d'explication. Est-ce que c'est systématique de donner les raisons ? C'est pas systématique, mais je pense que ça allège entre guillemets un peu le trauma en fait. Parce que tu te dis, tiens, c'est pas moi en fait le problème. Enfin, il y a un truc un peu d'alléger un peu le contrat de confiance en fait. Enfin, si tu veux, il y a un contrat de confiance de base, et en fait, à partir du moment où il est rompu, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Elle peut être très mauvaise, cette raison. Mais malgré tout, il y a quand même une raison derrière. Et je trouve que c'est un peu moins violent pour la personne d'avoir cette raison pour un peu comprendre le mécanisme qui s'est passé lors de la tromperie. Parce qu'en fait, on se dit, ok, donc en fait, c'est pour ces raisons-là, je ne suis pas du tout impliquée, ça ne me regarde pas. Donc en fait, je trouve que ça allège un petit peu, entre guillemets, le trauma vis-à-vis de la confiance. Et c'est hyper important pour tes prochaines futures relations de se dire, oui, d'accord, elle m'a trompée, mais en fait, c'était pas de ma faute, donc c'est pas grave, tout va bien. Et je trouve que ça... Le travail un peu, je vais loin dans le mot trauma, mais voilà, le travail traumatique derrière, il est quasiment déjà fait, en fait, le travail est déjà engagé quand tu as expliqué les raisons. Parce que ce travail introspectif, tu le fais du coup avec la personne, et c'est hyper important. Et ça enlève une certaine culpabilisation, peut-être chez la personne qui a été trompée, du coup ? Ouais, complètement, parce que tu te dis, ok, c'est peut-être pas que moi, en fait. Je pense que c'est la personne, la situation, la relation... et donc ça amène aussi vers d'autres formes de communication, parce que tu te dis en fait je vais faire évoluer ma relation vu que finalement c'était pas ok comme c'était actuellement, donc ça amène aussi vers d'autres discussions potentiellement. Je veux dire, moi ça m'est déjà arrivé de me faire tromper,
plusieurs fois dans plusieurs relations. Et il y a une des relations où on en a discuté vraiment beaucoup. Et finalement, ça a amené vers autre chose. Aujourd'hui, cette relation est terminée, mais malgré tout, j'en garde pas un mauvais souvenir, alors que cette personne m'a trompée. Donc, je pourrais me dire, OK, en fait, c'était nul, cette personne m'a trompée, elle a rompu le contrat de confiance. Mais en fait, non, parce qu'on en a discuté. C'était pas OK sur le moment, mais on en a discuté et ça a vraiment allégé un peu ce côté, vraiment pas chouette, vraiment amer que tu gardes et qui fait aussi qu'après, dans tes prochaines relations, t'as tout simplement pas confiance face à une personne qui n'a pas forcément l'intention de te tromper. En fait, je pense que ça donne un élément de contexte, en fait. Et du coup, tu peux prendre un peu plus de recul et te dissocier un peu de la situation potentiellement traumatique qui t'est arrivée, de dire, OK, en fait, c'était ça le contexte, c'était ça le cadre, c'était ce moment, et en fait, j'étais pas dedans. Et je n'ai rien à voir avec. Oui, voilà. Et c'est hyper important, effectivement, cette prise de distance, en fait, finalement, sur la situation et sur la personne aussi. Donc, Et sur la relation, oui. Ouais, aussi. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on trompe ? Bonne question. Je pense qu'il y a plein de raisons. Il y a vraiment plein de raisons, mais la première raison, selon moi, c'est qu'on n'est pas en phase avec soi-même. On n'est du coup pas en phase avec la relation dans laquelle on est inscrit. Et il y a quelque chose, en tout cas, qui manque. Ça, c'est sûr. Qui n'est pas forcément lié au partenaire, mais il y a quelque chose chez la personne qui trompe, qui lui manque, qui cherche à combler ce manque d'une façon ou d'une autre. Après, je pense que chaque personne a ses raisons personnelles, mais c'est quand t'es pas en phase avec ton projet de vie, quoi. Ouais, moi, je rebondis aussi là-dessus. Je pense que c'est aussi de ne pas être en phase avec ta relation, avec ta personne. Et aussi, surtout, beaucoup, je trouve, un manque de communication. En fait, mine de rien, moins tu communiques, plus j'ai l'impression que les personnes sont à même de tromper. Parce qu'en fait, t'as moins tendance à dire tiens, ça me va pas. Tu creuses des frustrations, en fait. C'est des frustrations qui sont encore plus accrues au fil et à mesure du temps. Et en fait, au bout d'un moment, le moment fatidique arrive, il y a la tromperie. Mais en fait, tout ce moment-là aurait pu être évité, toute cette frustration aurait pu être évitée s'il y avait eu énormément de communication derrière. Donc je pense que c'est ça principalement aussi. Ouais, c'est difficile de communiquer vraiment librement avant un certain acquis d'expérience, je pense. Et il y a vraiment beaucoup de couples qui n'ont pas ce réflexe de communiquer parce qu'ils sont un peu oppressés par un certain nombre de normes de leurs parents, de leur famille, de leur cadre, de leur société. Et du coup, je pense qu'ils ne s'autorisent pas en fait, à explorer ce qui potentiellement sortirait du cadre et qui pourrait les rendre plus épanouis dans leur relation, en fait. Mais tant filles que garçons, peut-être même plus filles, je pense, dans les relations hétérosexuelles, qui se cantonnent comme ça à vouloir absolument correspondre à un certain style de cadre hétéronormé et super correspondant à ce qu'on voit à la télé ou dans les références médias, je sais pas. Pour rebondir sur ce que tu dis, Sarah, c'est vrai que du coup, comme tout le monde, j'ai grandi dans un monde très normé qui est couple hétérosexuel, monogame, petite maison à la campagne, un chien et 2-3 enfants. Et en vrai, moi, je me rendais compte, au début des relations dans lesquelles j'étais, c'était clairement pas quelque chose qui me convenait. Déjà à l'époque, je pensais que j'étais hétéro. Bon, ça, c'est parti depuis longtemps, heureusement. Mais tu vois, quand tu grandis vraiment dans ces normes où t'as pas forcément de références autour de toi qui ont autre chose comme relation, d'autres types de relations que la monogamie, où forcément la femme, elle est extrêmement jalouse et le mec, lui, il est un peu plus chill. C'est vraiment ces représentations hyper stéréotypées des relations hétéro. Quand tu grandis que avec ça, en fait, tu te permet pas de dire moi je peux peut-être tester autre chose et tu te sens comme tu dis enfermé dans des normes en fait et du coup tu testes pas d'autres trucs et tu te mets toi-même dans des relations qu'en fait tu te rends compte ça te convient pas, t'arrives pas à mettre le mot. Moi il a fallu mettre vraiment quelques années comme tu dis de réflexion etc et d'expérience avant de réussir à mettre le mot sur ok mais en fait ces relations là moi ça me convient pas et j'ai envie de tester d'autres trucs et après tu peux de toute façon retourner dans des trucs pour moi les orientations de relations, c'est un peu comme les orientations sexuelles, ça peut être hyper fluide aussi. Et donc, du coup, tu peux tester plein de trucs et puis en fait te dire, en fait, la monogamie, ok, là pour le moment, ça me va. Moi, c'est le cas en tout cas. Et donc, quand tu grandis vraiment dans une société hyper normée, c'est très compliqué de te dire, ok, je vais tester autre chose parce qu'en fait, tu vas directement te faire passer pour quelqu'un de très bizarre et encore plus dans une position où t'es la femme en fait.
Quand toi tu proposes une relation, bah en fait quelque chose de fermé, ça me va pas trop, j'aimerais tester d'autres trucs, et c'est directement ouais, en fait t'as envie de coucher avec d'autres mecs, c'est ça, genre t'es une salope quoi. C'est le premier truc qu'on m'a dit moi quand j'ai proposé une fois une relation ouverte à quelqu'un. Ça m'a appris à ne plus proposer à cette personne. Mais tu vois, t'as vraiment cette idée-là qu'il faut être hyper bien rangé, tu as un amour de ta vie déjà, ça moi ça me semble complètement impossible, mais bon bref, t'as un amour de ta vie, t'es censé faire des gosses avec, enfin voilà, c'est des normes qui conviennent certes à certaines personnes. En tout cas, moi, ça m'a pas du tout convenu, et je me suis enfermée moi-même dans des relations où ça m'allait pas. Et comme ça m'allait pas, j'étais dans des situations où moi-même je me mettais dans des situations un peu, je me mettais moi-même dans des situations d'infidélité en fait, parce que j'étais ok, cette relation me convient pas, mais je vais faire semblant. Et en fait non, ça va quand même pas. Et en plus de ça, des problèmes hyper perso qui étaient un énorme manque de confiance en soi. Et moi, comment je comblais mon manque de confiance en moi, c'était en allant coucher avec le plus de personnes possible. C'est pas une bonne idée, ne faites pas ça non plus. En tout cas, pas si vous avez un problème de confiance en vous. Et du coup, je me mettais moi-même dans des situations d'infidélité parce qu'il y avait toutes ces raisons-là. Je me sentais enfermée dans des relations, et à la fois, en plus, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et donc, je me retrouvais dans des situations, en fait, même... je vais dire pas sans le vouloir, parce que je consentais à avoir ces relations sexuelles, mais en fait je me disais juste après coup, ça valait pas le coup quoi. J'étais pas forcément dans une situation où je culpabilisais d'avoir trompé, mais je me disais juste en fait pourquoi je fais ça, j'ai même pas envie de faire ça, pourquoi je fais ça, tellement j'étais enfermée dans ces normes de relations monogames, hétéro, avec des enfants, machin quoi. C'est comme ce que dit Sarah, avec le manque à combler, et en fait, essayer de combler ce manque de confiance en toi avec des différentes relations, mais qu'au final, c'était pas comblé, quoi. Ah non, clairement. Quand t'as un problème beaucoup plus profond que juste avoir envie de coucher avec... Enfin, avoir envie de coucher avec des gens, c'est pas du tout un problème en plus. Mais quand tu couches avec des gens, et surtout avec beaucoup de gens, et parfois dans des relations où tu te mets en danger, parce que c'est pas toujours protégé, d'autant plus, ne faites pas ça non plus. J'ai une liste de conseils à donner... à ne pas faire aux gens. Mais voilà, donc tu te mets dans des situations en fait de danger, clairement. Il faut travailler sur... Enfin, s'il y a vraiment un problème, si la tromperie vient d'un problème qu'on a avec soi-même, il faut travailler là-dessus, clairement. Je pense que c'est important, par des thérapies, aller voir des psys. Ça, c'est bien, aller voir des psys. On va faire une to-do list. Mais par rapport à ce que tu dis, qui est super intéressant des différents schémas de relations, est-ce que, selon vous, il y a une certaine évolution de la société? Et avant, en fait, on avait une grande histoire d'amour, un peu l'amour de la vie, comme disait Margot. Et maintenant, plutôt plusieurs histoires d'amour et des nouvelles configurations de couple, et qui permettent du coup de pouvoir en parler plus facilement avec des partenaires aujourd'hui. Oui, moi je pense que les couples et la façon dont on construit les relations évoluent de plus en plus. Mais c'est quand même très lié, je pense, à la génération. Clairement, la génération de mes parents, donc ils sont des baby boomers, on va dire, ont vraiment beaucoup de mal à intégrer que le couple peut être multiple et varié. Mais je pense que c'est aussi par rapport à leur modèle de société, en fait. Du coup, ça, c'est vraiment hyper lié à la génération. Ces boomers, ils ont un modèle de société que tout le monde doit forcément épouser, mais qui se traduit dans la carrière, dans les aspirations professionnelles, dans la façon de construire la famille, dans la façon de construire les rapports entre les classes et du coup les rapports entre les hommes et les femmes aussi. Je pense que c'est vraiment interconnecté. Et notre génération, on a tendance à un peu déconstruire. Et puis je vois la génération des personnes qui ont 20 ans, la Gen Z, ça c'est encore autre chose. Nous, on a quand même encore cet héritage des boomers un peu classique. On commence un peu à le remettre en cause parce qu'on a vécu des expériences qui nous ont rendus malheureux. Et puis je vois la Gen Z, eux, ils sont quand même... Je ne sais pas si c'est un truc un peu de rébellion par rapport à ça, mais ils sont encore plus dans la déconstruction que moi à 30 ans en tout cas. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la Gen Z pour les gens qui ne connaîtraient pas ? Donc selon moi, c'est les personnes qui ont autour de la vingtaine aujourd'hui. Du coup, comme vient de dire Sarah, moi je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un aspect assez générationnel. Par exemple, quand j'ai voulu expliquer à ma maman que j'étais dans une relation ouverte avec un de mes ex, c'était très compliqué à lui faire comprendre en fait ce que c'était comme genre de relation. Enfin,
pour elle, c'était juste, du coup, vous n'êtes pas ensemble. Ou alors, du coup, vous êtes ensemble, mais vous vous trompez. J'étais là, non, parce qu'en fait, c'est consenti, donc c'est pas une trompe. Enfin, et j'essayais de lui expliquer, c'était un peu compliqué, je pense, pour elle de comprendre. Mais alors qu'à côté de ça, je parlais de ça avec des personnes de mon âge. Donc, moi, j'ai 25 ans. Je parlais de ça avec des personnes de mon âge. Et elles étaient, ah oui, ok. Souvent, j'avais quand même le, ah, moi, je pourrais pas. Ça m'est quand même assez souvent. Enfin, donc, comme quoi, certes, c'est aussi générationnel, mais ça dépend vraiment aussi des personnalités. Je pense que tout le monde n'est pas forcément fait pour ce genre de choses. Ou pas forcément tout le temps, en tout cas. Mais c'est vrai qu'aux personnes de mon âge, quand je leur expliquais le modèle de relation dans lequel j'étais, c'était ok, genre, en fait, c'est pas qu'on s'en fout, mais faites ce que vous voulez, quoi. Moi, je suis pas totalement d'accord, ou alors peut-être que je suis très bien entourée, c'est peut-être ça aussi. J'ai cette chance-là. J'en ai parlé, moi, avec mes parents, de relations ouvertes, de ce que ça pouvait engendrer, etc. Mon petit frère est dans une relation ouverte. Je suis actuellement dans une relation ouverte. On en a parlé à notre maman qui nous a dit tiens, c'est marrant. Pourquoi pas sachant que mes parents sont mariés depuis genre 30 ans, quoi. Donc c'est vraiment un truc hyper nouveau pour eux. Mais je pense que c'est vraiment un truc de... on en a tellement discuté, on a tellement abordé le sujet, on a tellement mis ces petites idées un peu comme des petites graines dans leur tête en disant tiens, ça va fleurir un jour. Eh bien oui, ça a fleuri. Donc je pense encore une fois, et je reviens sur ce mot sacré, je pense que c'est vraiment de la communication en fait, que ce soit avec les anciennes générations, nos générations, les futures générations. J'en ai discuté autant avec mon petit frère qu'avec mon grand-père. Donc en fait, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment de la communication derrière et ça peut être acceptable. Évidemment, pas pour certaines personnes, on est d'accord. Mais moi, j'ai de la chance vraiment d'avoir vraiment cet entourage qui se dit, bon, c'est pas mon truc, clairement, mais pourquoi pas. Voilà, parce que effectivement, ça a l'air d'être votre modèle de vie actuellement, ça a l'air de vous plaire, vous avez l'air d'être heureux, heureuse, donc pourquoi pas, finalement. Et je pense qu'à partir du moment où c'est fait dans le respect, le consentement, et que derrière, on a des personnes heureuses, en fait, pourquoi pas. Donc, ouais, je pense que ça dépend un peu de ça. Ouais, c'est quand même un peu nouveau aussi de s'interroger sur ce qui te rend heureux, tu vois. Ouais. Enfin, nouveau, on s'entend, mais en tout cas, c'est pas une question qui était vraiment primordiale pour la génération de nos parents, de se dire, en fait, est-ce que cette vie, ce modèle, ça me rend vraiment heureux ? J'ai l'impression que la question du bonheur personnel, elle passait quand même un peu à la trappe. Et d'ailleurs, c'est ce que j'entends aussi beaucoup aujourd'hui. Plein d'adultes plus âgés me disent mais c'est vraiment vous. Moi, je me posais pas cette question. Est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis pas heureux. Enfin voilà, je faisais ma vie et je me posais pas de questions. Parce que ça fait quand même une génération quand même un peu destroyed, bien pourrie, et qui nous a quand même refilé énormément de traumas liés au couple et à la famille, en tout cas pour moi. Et ça, je l'observe vraiment beaucoup autour de moi. Mais je pense qu'on a quand même raison de se poser la question de savoir si on est heureux ou pas. Bien sûr. Parce que clairement, il n'y a plus ce truc de devoir, en fait. Ouais. De se dire, ok, je dois faire ça, je dois avoir tel schéma, je dois garder mon job tant d'années. Non, là, c'est se dire, tiens, ça j'aime bien, pourquoi pas, ça j'aime pas, bah non. Et je pense que c'est plus chouette, en fait, parce que on se dit qu'on aura peut-être certainement moins de regrets, du coup. En tout cas, j'espère. Et du coup, moins de secrets aussi. C'est clair. Après, je pense que pouvoir se poser la question de tiens, est-ce que ça me rend heureux ? Si oui ou non, je continue ou j'arrête. Je pense que c'est aussi un privilège quand même de pouvoir se poser cette question-là, peu importe l'âge. Je pense que c'est aussi une question de voilà, tu as vraiment le temps de pouvoir te poser cette question, de réfléchir et d'agir en fonction de si la réponse elle est oui, tu continues dans ce genre de schéma, dans ce genre, peu importe pour quel aspect. Et sinon, tu changes. Et avoir la possibilité de faire ces changements, avoir la possibilité même seulement de se poser la question, c'est un énorme privilège en fait. Que je pense les générations peut-être de nos parents ou même avant, dépendant de quel milieu, de quelle classe sociale, n'avaient pas ce genre de privilège aussi. Ça, je pense que c'est intéressant aussi de le pointer. Complètement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. On a parlé un bref moment de secret et de garder tout ça secret. Mais pour revenir un petit peu sur le sujet d'infidélité, même si c'est très intéressant, est-ce que si on a commis une infidélité, on est obligé de le dire ? Est-ce que ça peut rester secret ? Obligé, non.
On n'est jamais obligé de rien. Le consentement est primordial. Mais je pense que par respect pour l'autre, c'est bien de le dire. Déjà, dans un souci de santé sexuelle, parce que protéger, pas protéger, c'est vraiment, vraiment fondamental de pouvoir dire à l'autre, voilà, finalement, tu as couru un risque, en fait, sans que tu le veuilles, sans que tu le saches. Donc, c'est vraiment, vraiment primordial de le dire pour déjà cette raison principale. Et puis aussi parce que c'est pas chouette, en fait, de l'apprendre par la personne, par une autre personne, qui n'est pas son ou sa partenaire. C'est pas chouette de se dire, tiens, tout le monde le sait, mais pas moi. C'est pas chouette d'apprendre des années après que finalement on a été trompé, que tout le monde le savait, pas soi. Enfin, ce genre de choses, en fait. Je pense que c'est bien aussi, par respect, de le dire. Je pense que ça dépend aussi bêtement, entre guillemets, de l'intérêt que tu portes à la relation, en fait. Parce que moi, de nouveau, je prends mon expérience. Il y a des personnes, enfin, il y a une personne que j'ai trompée par le passé. Je suis restée 3 mois avec, je pense, et c'était pas une relation, c'était un peu une relation pansement, une sortie d'une autre relation. Ne faites pas ça non plus, c'est pas une bonne chose. J'ai vraiment une liste de choses à ne pas faire. Ne prenez pas exemple sur ma vie, s'il vous plaît. Mais donc, tu vois, c'était pas une relation à laquelle j'accordais moi-même beaucoup d'importance. Et donc, en fait, je savais que cette personne tenait énormément à moi. Et en fait, je ne lui ai tout simplement jamais dit. Et en fait, personne ne le sait parce qu'il n'y a que la personne avec qui je l'ai trompé qui est au courant. Je veux dire, j'en ai jamais parlé à d'autres personnes autour de moi. Mais je voulais pas lui faire du mal, en fait. Et donc, c'était il y a 4-5 ans, peut-être même plus. Et je me verrais pas lui dire maintenant, en fait, ah tiens, tu sais, il y a 4-5 ans, déjà, est-ce que tu te rappelles de moi, premièrement? Ça, c'est déjà, voilà. Il y a 4-5 ans, en fait, je t'ai trompée. Tu vois, je me sentirais pas de lui dire maintenant parce que ça ouvrirait une blessure qui n'aurait plus lieu d'être, j'ai envie de dire. Ouais, de pas forcément le dire après, effectivement. Je pense Surtout que des autant années d'années, après, c'est un peu violent et ça sert pas à grand-chose, soyons très honnêtes. Non, voilà. Ouais. Sauf si, justement, tu t'es pas protégée et qu'il peut y non. avoir risque. Parce que ça, pour moi, je suis désolée. Je suis tout à fait d'accord. Même des années après, ça vaut quand même le coup de le dire parce qu'il y a des maladies qui peuvent se déclarer des années après. Et je pense que vraiment, 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 s'il y a risque, quel qu'il soit, c'est important de le dire. Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Au niveau de la santé sexuelle, c'est... Mais même dans les relations aussi où c'est tout à fait consenti d'aller coucher avec d'autres personnes, tu peux aussi établir des règles. Complètement. Ou ne pas en établir, mais quand même tenir au courant la personne. Et ça me semble, au niveau de la santé sexuelle, c'est vraiment primordial, effectivement, comme tu dis, de tenir au courant les personnes de tiens, en fait, ça, j'ai fait ça avec cette personne-là, c'était pas protégé ou pas entièrement protégé, pas tout du long. Donc, ouais, non, ça, c'est super important d'en parler, clairement. Ouais, je te rejoins quand même un peu là-dessus, Margot. Parfois, je pense qu'il y a des fois, au-delà de la question de la santé sexuelle, où tu te dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Pas vraiment. Mais Margot, du coup, si tu étais restée avec cette personne, est-ce que tu lui aurais dit ? J'imagine qu'à un moment, je lui aurais dit oui, probablement. Mais c'est vrai que, comme je disais, c'était pas une relation... Elle s'était pas très bien lancée dans les très bonnes conditions non plus. C'est, comme je disais, une relation un peu pansement. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je le savais déjà que ça ne durerait pas de toute façon. Mais après... Comme tu disais juste avant, Mathilde, effectivement, que tout le monde autour de toi le sache, sauf toi-même, ça en fait, c'est affreux parce que tu te dis, mais en fait, si même mes potes le savaient, pourquoi ils me l'ont pas dit ? T'as un peu ce sentiment où tu te dis, mais en fait, tout le monde le savait, peut-être que tout le monde en rigolait dans mon dos. Alors clairement, tu t'inventes ce genre de choses, c'est pas forcément vrai. Mais tu te dis ça, en fait, tout le monde était au courant, sauf moi, et genre peut-être les gens, ils en parlaient entre eux et tout. Et je trouve ça, en fait, moi, quand j'entends, par exemple. Il y a mon copain, il n'y a pas longtemps, il m'a parlé d'un truc. Oui, j'ai vu un de mes potes, il est allé aux toilettes avec une meuf et c'était pas sa meuf et ils sont sortis genre 3 heures après et tout. Et moi, en fait, ça m'a insupporté qu'ils me disent ça et qu'il en parle pas à la meuf en question. Enfin, c'est pas à lui de le faire. Non, c'est pas à lui de le faire, clairement. Mais c'était un peu en mode, ouais, c'est pas très grave, tu vois. Parce que lui, il se sent pas concerné en fait par cette histoire. Non, c'est ça. Et c'est ça, tu te sens pas concerné parce que c'est pas ta relation et c'est normal, mais c'est aussi hyper banalisé. J'ai l'impression que parfour, surtout en soirée, les tromperies en soirée, j'ai l'impression que c'est très très banalisé en mode oui, ok, on voit ce mec-là, il est en couple, en relation exclusive, mais oui, ok, on le voit embrasser une meuf, c'est pas grave, on sait qu'il est comme ça, voilà. Et ça, disons que t'as double contrat de confiance rompu en fait quand des personnes autour de toi le savent aussi. Ouais. Parce que tu te dis, mais en fait, il n'y a pas que ma partenaire qui me l'a pas dit. Il y a tout le monde autour de moi qui me l'a pas dit. Alors que ce n'est certainement pas à elle ou eux de te le dire.
Mais malgré tout, tu te dis, tiens, en fait, mon contrat de confiance, il est rompu dans tous les sens. Et je pense que c'est là aussi où ça accélère après le manque de confiance dans tes prochaines relations, parce que tu te dis, en fait, je ne sais pas quand je peux être trompée parce que personne me le dit. Donc, Mais alors pourquoi tu dis que c'est pas aux potes de le dire ? parce que je pense que c'est hyper violent de le recevoir de quelqu'un qui n'est pas mis en cause dans la relation. Alors c'est horrible parce qu'en même temps j'ai envie que ces personnes me le disent parce que je me dis non attends si cette personne le sait il faut qu'elle me le dise quand même, et en même temps je me dis j'ai pas envie de le recevoir de cette personne parce que tu te dis c'est hyper violent en fait, ta partenaire t'en as même pas parlé alors que en fait c'était le ou la principale intéressée quoi, donc ou même si toi tu vois une situation de tromperie, t'es un peu partagé entre ok j'ai envie d'aller l'expliquer à la personne trompée, mais tu sais que c'est pas tes affaires, c'est pas ta relation, t'as rien à voir là-dedans, c'est pas tes affaires, mais en même temps tu te dis j'aurais bien aimé le savoir moi si on me trompait, mais en même temps pas forcément d'une tierce personne, tu vois. Et donc t'es un peu dans une situation compliquée, surtout en plus si tu vas aller en parler à la personne, elle va peut-être même pas te croire aussi, on va peut-être te traiter toi de menteuse, et donc au final tu vas avoir le mauvais rôle dans l'histoire, et ça c'est compliqué aussi quoi. Mais est-ce que du coup tu peux pas pousser la personne qui a commis la tromperie à le dire ? Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement. J'ai déjà vu une situation comme ça. Et en fait, au lieu d'aller voir la personne trompée, j'ai été voir la personne qui trompait en disant, bon, quand même, en fait, là, je pense qu'il faut le dire, tout simplement par respect. Et puis pour plein de raisons diverses, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est au courant, sauf elle, quoi. Donc à un moment donné, je pense qu'il serait temps de lui dire d'une manière ou d'une autre, parce que de toute manière c'est pas toi qui vas le faire, il y a forcément quelqu'un qui va le faire à un moment donné et elle va encore plus mal le prendre, donc prends ton courage à deux mains. Et la personne elle est allée finalement le dire ou pas? Tu sais pas. Longtemps après, très longtemps après, trop longtemps après à mon goût, mais au moins cette personne l'a appris de la part de son partenaire, ce qui est déjà une victoire, on peut dire ça comme ça. Donc oui, voilà. Après, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes, et je pense plus quand même à des meufs qui sont, à mon sens, plus en insécurité dans les relations en général, qui sont pas forcément capables d'entendre, en fait. Et je vois vraiment beaucoup de relations autour de moi où clairement il y a de l'infidélité, mais la fille s'en accommode, en fait, parce qu'elle préfère ça qu'être seule, et donc lui ramener la vérité en pleine face, elle n'a pas envie parce que elle veut pas encore voir cette vérité. Son timing, il est pas encore là. Ouais, aussi, si c'est une relation en fait où il y a une emprise et une manipulation aussi, ça c'est hyper inconfortable aussi comme situation, parce que moi j'ai été dans ce genre de relation. Typiquement quand j'ai été trompée, c'était dans cette relation-là, dans une relation où la personne elle avait vraiment une emprise sur moi et il y avait beaucoup de manipulation de sa part. Et je savais qu'elle me trompait. Et tout le monde venait me le dire. Là pour le coup, il y a des gens qui sont venus me le dire. Okay. On est venu me le dire. J'avais des preuves. J'avais vraiment tout ce qu'il fallait. Bon, cette personne a nié jusqu'au bout, certes. Mais comme tu dis, j'étais pas prête à entendre le truc. Enfin, je le savais. J'avais conscience de ce qui se passait, que c'était pas OK. C'était pas les conditions qu'on avait. Enfin, qu'on avait décidé... on en avait même juste pas du tout décidé de conditions, mais c'était pas OK. Et pourtant... j'arrivais pas à me résoudre à quitter cette personne parce que, comme tu dis, en fait, je préférais ça que d'être seule, quoi. Effectivement, je suis hyper d'accord avec toi, en fait, Margot, et du coup avec toi aussi, Sarah. Clairement, je pense que ça dépend un peu aussi du timing et de si tu es prête ou pas à recevoir l'information, tout simplement. Et aussi, forcément, de l'emprise qu'a la personne sur toi, aussi, du type de relation que tu peux avoir avec la personne, parce que, mine de rien, en fait, ça joue beaucoup. Je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, et effectivement, j'étais absolument pas prête à recevoir l'information alors qu'elle était devant mon nez, même sur mon nez, clairement. Donc, ça pouvait pas être plus obvious. Et pourtant, je pense que voilà, je me disais, est-ce que c'est très grave, voilà. Parce que pour moi, l'infidélité n'a jamais vraiment été un problème, étant donné que les relations ouvertes ne sont pas un problème pour moi. C'est juste que il me manquait la notion de cadre et que je me disais, tiens, en fait, c'est cool. ça fonctionne vachement mieux quand il y a un cadre, en fait. Ah, mais ça s'appelle une relation ouverte, super. Incroyable. Voilà. Ce n'est pas une relation où il y a infidélité, c'est juste une relation ouverte, en fait, super. Mais donc voilà, je pense qu'en fait, ça dépend un peu du timing, effectivement, et ouais, de la personne, beaucoup. Du coup, comment est-ce qu'on réagit si on nous dit qu'on nous a trompés ? Qu'est-ce que ça suscite chez nous ?
Parce que si on avait déjà un petit peu parlé. Je pense que ça peut susciter plein de trucs. Et de nouveau, ça dépend aussi de l'importance que tu accordes à la relation, clairement. Moi, j'ai eu des relations par le passé où la personne en elle-même ne m'a jamais avoué qu'elle me trompait, mais j'avais toutes les preuves, clairement, des photos, etc., tout ce qu'il fallait. Et pourtant, moi, je niais complètement le truc. Enfin, je suis là, oui, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Si ça se trouve, la personne, elle ment. Si ça se trouve, c'est une photo, c'est un montage. Enfin, tu vois, j'étais... Donc, il y a un refus. Ouais, je refusais de croire, en fait. Je niais complètement le truc, alors qu'au fond de moi, je savais très bien qu'il y avait une tromperie, mais moi, j'étais juste, ça se trouve, c'est du faux, quoi. Et par exemple, à l'inverse, là, maintenant, je suis dans une relation fermée, entre guillemets, c'est un peu brutal dit comme ça, dans une relation exclusive. Et par exemple, si j'apprenais que mon partenaire me trompait, en fait, vu que j'accorde vraiment beaucoup d'importance à cette relation, c'est vraiment une relation qui a énormément d'importance pour moi et que je chéris de tout mon cœur. Si j'apprenais qu'il y avait une tromperie, je pense que ça dépendrait de quel type de tromperie. Par exemple, je pourrais peut-être plus facilement dire « Ok, t'as couché avec quelqu'un ». C'est un peu bête parce que moi je t'avais dit que j'étais ok pour leur relation ouverte, tu m'as dit que tu l'étais pas, j'ai envie de dire un peu tant pis pour toi. Bon, c'est un peu bête, tant pis. Mais à l'inverse, si j'apprenais qu'il y avait un partage d'intimité, s'il y avait une complicité avec quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment une relation où on est hyper complice et on se tape des barres tout le temps et c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que je la chéris beaucoup cette relation. Si j'apprenais ça en fait, qu'il a une complicité extrêmement forte avec quelqu'un d'autre, là je me sentirais profondément trahie. Et j'aurais vraiment ma confiance envers cette personne qui serait complètement brisée. Alors qu'à l'inverse, si elle me disait en fait j'ai embrassé quelqu'un en soirée, je serais shit happens quoi. Enfin, je pense que ça dépend du niveau entre guillemets de tromperie et aussi de ce que toi t'accordes comme importance ou non à différents actes qui pourraient être posés quoi. Ça veut dire que la relation où tu avais tout découvert et tu avais des preuves, tu voyais pas la relation de la même façon ? Enfin, pourquoi tu as réagi comme ça, du coup, de nier en bloc ? Je niais en bloc parce qu'en face de moi, j'avais quelqu'un qui me niait tout aussi en bloc et qui me disait que j'étais folle et qui me disait qu'en fait, il me trompait pas, mais que si jamais il me trompait, ce serait de ma faute parce que je suis une mauvaise personne. Enfin, tu vois, t'es dans une situation de manipulation aussi. Et je pense que c'est plus compliqué de voir la vérité en face dans des situations comme ça, quoi. Voilà, désolée, j'ai plombé l'ambiance. Non, pas du tout. Pour répondre à ta question, moi je pense qu'il y aurait un peu deux personnes qui pourraient te répondre à ça. C'est-à-dire la version jeune de moi, quand j'ai commencé à relationner, où vraiment j'étais en train de me dire, la première question qui est passée par ma tête à ce moment-là, c'était mais qu'est-ce que j'ai fait ? Enfin, c'est quoi mon problème ? mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et en fait, c'était vraiment ce truc de me dire, ça vient de moi. Et évidemment, j'ai pas eu des explications extraordinaires. Et je pense que même si j'avais eu des explications extraordinaires, le manque de confiance en moi d'une jeune qui commence à relationner aurait été vraiment ce truc de dire, de toute façon, c'est de ma faute, même si la raison est annexe. De toute façon, c'est de ma faute, et voilà. Mais aujourd'hui, avec le plus d'expérience, on va dire ça comme ça, je me dirais juste, ok, très bien, parlons-en en fait. Voilà, merci de me l'avoir dit, maintenant parlons-en parce qu'en fait, je pense que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, creusons un peu, voir ce qui ne va pas, que ce soit de mon côté, de ton côté, du côté de la relation, du côté du timing, parce que ça peut aussi un truc de timing, de ton passé aussi, parce que ça peut être des multiples traumas vécus qui font qu'aujourd'hui, en fait, cette personne n'arrive absolument pas à rester dans une relation monogame. Et je pense que ça, c'est des conversations normalement, ou en tout cas, moi actuellement, que j'aurais avant avec mon partenaire, mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais vraiment cette réflexion de dire « Ok, c'est pas grave, on va en parler, qu'est-ce qui s'est passé ? Vas-y, explique-moi. » Il y a aussi ce truc de dire en fait, est-ce que je suis prête à recevoir vraiment toute l'explication ? Ça dépend des moments, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses. Par contre, j'aimerais quand même bien savoir les raisons, et ça, je pense que je serais prête clairement à les recevoir et à se dire « Ok, maintenant, la conclusion, c'est quoi ? Est-ce qu'on continue cette relation ? Est-ce qu'on la continue avec le même schéma ? Et voilà. Je pense que ça dépend un peu du timing, de où t'en es dans ta vie, où t'en es dans ton mode de réflexion sur les relations aussi. C'était justement ma prochaine question. Est-ce que c'est forcément un motif de rupture ? Ça dépend. Ça dépend, voilà. Je pense, de
beaucoup de choses. J'ai aussi un peu la moi d'avant qui serait en mode oui, s'il y a une rupture, s'il y a une tromperie, d'office il y a rupture. Mais en même temps, je viens d'expliquer, j'étais dans une situation où il y avait clairement tromperie et il n'y a pas eu rupture avant des mois, voire des années après. Je pense que ça dépend vraiment de... On en a déjà parlé, mais ça dépend de où t'en es dans ta réflexion des relations, ça dépend de combien d'expériences t'as pu avoir, ça dépend de si t'es en mode, voilà, là maintenant je suis avec quelqu'un, c'est pour le restant de mes jours. Parce que si t'es vraiment dans cette mode de pensée-là, en mode, ok, si maintenant je me mets dans une relation avec quelqu'un, c'est pour le restant de mes jours, on se marie, on fait des enfants, machin, du coup, t'es prêt à pardonner plus de choses, j'imagine. Ce qui est peut-être pas forcément toujours une bonne chose non plus. Je pense que ça dépend vraiment de la vision que t'as des relations. Si tu dis, ok, je suis dans une relation pour le moment, elle est chouette. Si à un moment, ma confiance, elle est rompue et que ça revient pas, c'est pas une fin en soi, c'est pas très grave. J'aurai d'autres relations qui seront tout aussi chouettes, voire parfois même mieux. Donc je pense que ça dépend vraiment de plein de choses et peut-être aussi de la façon dont la tromperie a été faite et de la façon dont tu l'as appris. Parce que si tu l'as appris des années après par quelqu'un d'autre, que tout le monde le savait déjà, c'est peut-être un peu plus difficilement pardonnable que de l'apprendre juste après par la personne qui t'a trompé, qui te dit en fait j'ai fait une connerie, faut que je t'avoue un truc, faut qu'on en parle quoi. Je pense que de nouveau la communication c'est la clé et c'est vrai que si tu n'en parles pas à la personne concernée et que tu lui lâches comme ça des années après ou à l'inverse qu'elle l'apprenne via une tierce personne qui n'a rien à voir dans la relation, je pense que c'est plus difficile à pardonner aussi. Ouais, pour moi, ce serait mort dans tous les cas. Franchement, même si la relation évolue, même si toi t'évolues, rupture de confiance, muerte, vraiment. J'aurais trop de dégoût en fait. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai éprouvé à chaque fois, c'est du dégoût en fait. Genre, le corps de l'autre me dégoûte. Les parties génitales de l'autre me dégoûtent. Je peux pas concevoir que ça se rapproche de moi après qu'il y ait eu un échange de fluides avec des fluides de quelqu'un d'autre. Donc même si je peux avoir beaucoup de tolérance et de bienveillance et comprendre les éléments de contexte, c'est épidermique en fait, moi je peux pas. Est-ce que tu penses que c'est par rapport au schéma justement que tu évoquais tout à l'heure avec la génération de nos parents, nos grands-parents, etc., qui font que c'était très carré, monogame, amour de ta vie Non, parce que la relation que j'ai vue, en tout cas dans ma famille, c'était très carré, très traditionnel, mais il n'y avait pas de... Il y avait pas en fait cet véritable engagement spirituel en fait que j'ai maintenant dans ma vie et qui est pour moi tout à fait différent. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de m'inscrire dans un engagement avec quelqu'un. Je sais pourquoi je le fais, je suis bien dans mes baskets avec ça. C'est pas pour correspondre à quelque chose, c'est juste parce qu'en fait j'ai trouvé la personne qui me va bien. Et du coup, franchement, s'il y avait une tromperie, rupture de confiance, on n'est plus sur la même longueur d'onde. En fait, il y a une information que j'ai pas eue et que tu as eue. À un moment, c'est séparé. Nos chemins sont séparés. On arrive à la partie de l'émission où on fait des petites propositions. Bon, Margot, tu vas pas nous faire ta to-do list maintenant, mais encore une dernière question. Par rapport aux alternatives qu'il peut y avoir, si c'est vraiment compliqué d'en parler de vive voix, est-ce qu'il y a des alternatives à la discussion ? Pas par texto, s'il vous plaît. Là aussi, je fais ma to-do. C'est horrible de recevoir ça par texto. Je confirme, pas par texto. Je pense que c'est important d'en parler de vive voix, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'alternative, si ce n'est, allez, on va le faire à l'ancienne, une lettre éventuellement. Parce que je trouve ça beaucoup plus respectueux d'envoyer une lettre parce qu'en fait on se dit ok, j'arrive pas vraiment à aligner les mots et j'arrive pas à mettre de l'ordre dans mes idées, donc c'est mieux qu'un texte le fasse pour moi, un texte que j'ai réfléchi, sur lequel j'ai vraiment travaillé. Et je trouve qu'en plus de ça, c'est pas manquer de respect parce que pour être très honnête, ça veut dire que quand même tu as travaillé tes idées, que tu les as mises en ordre pour justement respecter au mieux cette personne et ne pas t'effondrer tout simplement devant cette personne. L'idéal, si vraiment tu n'arrives pas à aligner tes pensées devant la personne, écris cette lettre et soit tu la laisses la lire en fait devant toi, soit éventuellement même tu peux lui lire
en fait, tout simplement. Parce que ça permet d'être là, de le dire en face, et en même temps d'avoir des idées qui sont vraiment concrètes et alignées et qui sont un peu structurées. Donc pour moi, ce serait vraiment ça l'idéal. Vraiment, j'ai du mal avec le fait de ne pas le dire en face, ou en tout cas de ne pas avoir une approche un peu concrète. Et vraiment, tout ce qui est technologie, messages Facebook, texto, etc., c'est à bannir. C'est vraiment à bannir. Et aussi le fait de passer par un tiers, je pense que c'est vraiment à bannir, parce que clairement, c'est vraiment très peu respectueux. Et ça prouve d'un manque de considération envers la personne, en fait, tout simplement. Je suis assez d'accord avec ce que dit Mathilde. En effet, pour moi, il faut, et c'est pas que pour ce genre de discussion, mais pour toutes les discussions un minimum sérieuses dans une relation ou dans des relations, je pense que le principal et le plus respectueux, comme tu disais, c'est vraiment de passer en face à face et pas faire des vocaux ou pas faire un appel ou que sais-je, ou même encore pire, comme tu disais, les textos, c'est vraiment le... Bref, mais voilà, effectivement, passer en face à face. Et c'est pas évident, c'est pas toujours évident, et c'est pas... Enfin, que ce soit pour parler d'une tromperie ou de n'importe quel autre sujet, si c'est un minimum un peu grave ou un peu sérieux, c'est pas toujours évident, et c'est vrai que parfois tu peux t'aider effectivement d'avoir fait une petite lettre ou même des petits mots-clés pour être sûr que tu perds pas tes idées, ou voilà, mais je pense que ça reste quand même capital d'en parler en face à face. Ouais, 100% d'accord, mais le mieux c'est d'en parler avant et pas après. Je pense que c'est plus respectueux envers ton partenaire, mais c'est aussi plus respectueux envers toi-même, en fait, d'être en accord avec tes valeurs et d'acter en accord avec tes valeurs. C'est de dire, en fait, je peux pas être dans le mensonge juste vis-à-vis de moi-même, je dois le dire avant, pendant et après, et je dois être transparent à tous les moments et surtout envers moi-même. Donc, pour résumer, en une phrase, qu'est-ce que vous retenez de cette discussion ? Qu'il faut absolument communiquer. Avant, pendant et après, visiblement aussi. Mais vraiment communiquer avec respect, faire attention à tout ce qui est santé sexuelle, parce que c'est très important. Et malheureusement, c'est ce qui pose vraiment problème dans les infidélités, parce que les personnes ne se rendent pas compte qu'en fait, derrière, il y a quand même des santé sexuelles qui sont impliquées. Et clairement vraiment de sur communiquer en fait en tout temps dans la relation, et personnellement de pouvoir aussi même communiquer après pour pouvoir entrevoir une autre relation, un autre type de relation, et c'est bien se questionner en fait, se remettre en question, parce qu'on n'est pas tous et toutes pareils, et que c'est chouette de pouvoir aussi parfois se remettre en question, même quand c'est dans des contextes d'infidélité qui sont pas hyper chouettes à vivre. Ouais, moi j'aurais tendance à dire allez, le point central ici, c'est OK, en fait. C'est OK de ne pas correspondre à des modèles qu'on nous donne dans la société, que ce soit nos parents ou même la société globalement. C'est OK de ne pas correspondre à ces stéréotypes-là, à ces normes-là. Ça arrive de tromper ou de se faire tromper. Ça arrive. C'est a priori pas la fin du monde. Au pire des cas, c'est la fin d'une relation. C'est pas grave. Il y en aura d'autres qui seront mieux. Souvent, c'est souvent comme ça quand même. On a des standards un peu plus élevés après chaque relation, moi j'ai l'impression. En tout cas, c'est mon cas comme ça. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire, c'est pas dramatique, c'est pas forcément la fin de quelque chose, ou en tout cas, ça peut être la fin d'une chose et le début d'une autre. Et c'est pas... Voilà, moi c'est ça que j'aurais tendance à dire, c'est un peu dédramatiser le truc. Ça peut faire mal, ça va probablement faire mal si un jour on se fait tromper, oui, mais c'est pas la fin du monde. Ouais, je retiendrai l'authenticité. Je pense que le plus important dans la vie et dans les relations, c'est d'être authentique et honnête vis-à-vis de soi-même. Au lieu d'explorer mille et une choses avec d'autres personnes, explorez-vous vous-même, et au plus vous vous explorerez, au plus vous vous connaîtrez, au moins vous aurez de honte à dire qui vous êtes. C'est vraiment la base. Waouh! Merci beaucoup pour cet échange. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est le but. La discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, 2 recommandations du jour. C'est le super drôle et super percutant TED Talk d'Esther Perel, nommé « Repenser l'infidélité, une présentation pour tous ceux qui ont jamais aimé ». Et le podcast Vibrant Vibrante et leur épisode « L'infidélité au secours de l'amour ». C'est tout pour cet épisode sur l'infidélité et ses façons d'en parler. Essayez d'en discuter avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous votre propre opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera de consentement. Abonne-toi pour ne pas le manquer.